from Senegal, West Africa, to St. Louis, Missouri. Merci de nous retrouver une fois de plus sur votre émission de culture africaine, African Style. Aujourd'hui, nous vous entraînons en excursion sur l'île la plus historique du Sénégal, j'ai nommé l'île de Gorée. Située dans la baie de Dakar, l'île de Gorée est un point chargé d'histoire car il constitue l'un des points de regroupement des futurs esclaves africains lors de la traite négrière. Cette île exerce un charme et une fascination extraordinaire. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et, chers téléspectateurs, durant cette visite, nous vous ferons découvrir ses rues, mais aussi son histoire à travers la maison des esclaves qui a été construite en 1776. So I search to find my freedom. Ooh, yeah. Oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be free. I wanna be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, cause everybody in the whole... Chers téléspectateurs, nous sommes enfin arrivés sur l'un des points culminants de cette île de Gorée, la maison des esclaves, où étaient concentrés tous ces esclaves lors de la traite négrière, avant la déportation bien sûr. Nous allons aller à la rencontre du conservateur de cette maison des esclaves qui va nous donner, j'en suis sûre, un peu plus d'informations. Allons-y. Alors, nos téléspectateurs comptent sur vous, Monsieur Collier, conservateur de cette maison des esclaves, pour nous raconter un peu l'histoire de cette traite négrière, mais sur l'île de Gorée. On vous fait confiance? On vous confie le micro? Bien sûr. Pas de souci. My freedom, oh freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, girl, you already know. I wanna be. Lorsque l'on entre à la maison des esclaves, évidemment, on a cette image. L'image qui est donc une image qui renvoie forcément évidemment à la maison des esclaves. Ce sont donc les deux escaliers en fer à cheval qui sont connus de partout. Alors juste également pour dire que nous sommes à l'intérieur de la maison des esclaves de Gorée, un lieu de mémoire par excellence, puisque entre les 16e et 19e siècles, des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient absolument rien fait pour mériter cela, avaient donc été mis en captivité pour chasser, capturer, vendus, transportés de force aux Amériques et obligés de travailler gratuitement dans les plantations et dans les mines. Évidemment, ces hommes, ces femmes, aujourd'hui c'est bien la maison des esclaves et l'île de Gorée qui entretiennent le souvenir de cette page triste de l'histoire du monde. Or, cette maison donc où nous sommes a été construite il y a bien longtemps, c'est-à-dire en 1776. Alors voilà pourquoi elle est considérée comme une des toutes dernières. Pour dire simplement qu'il y en avait eu de beaucoup plus anciennes. Parce que les premières avaient été construites en 1536. Nous étions alors sous l'époque portugaise. Les Portugais avaient donc été les premiers Européens à venir à Gorée en 1444. Mais alors successivement, l'île sera occupée et par les Portugais, comme je l'ai dit tantôt, suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, à nouveau les Français. Après l'abolition de l'esclavage par la France et de la traite négrière, intervenue en 1848, avait eu évidemment à s'installer la colonisation. Elle avait perduré jusqu'en 1960. C'est bien l'année de l'indépendance du Sénégal.
Alors là, nous sommes devant l'exemple typique de chambre pour hommes. On peut même entrer à l'intérieur, donc pour voir un peu. Une petite chambre, elle mesure 2,60 m sur 2,60 m. Et pouvait être concentré combien d'esclaves dans ce genre de chambre? 15 à 20. Or, ils étaient disposés de la manière suivante. Tous étaient alors assis par terre tout autour du mur, complètement adossés donc au mur, souvent les chevilles enchaînées. Mais ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. Wow. Et c'était pour leur permettre de manger et d'aller aux toilettes. Il y avait des enfants aussi. Eh bien oui, des enfants malheureusement. Eh bien les enfants, donc c'était dans cette petite chambre. Il y a également un couloir, on pourra sans doute entrer. Alors un couloir qui conduit jusqu'au fond. Or les enfants, donc qui avaient couché à même le sol, torse nu serré comme des sardines. Alors nous verrons une fois à l'intérieur, que je continuerai à décrire un peu. Attention la porte et la marche, parce qu'elle est basse la porte. Ils pouvaient avoir quel âge les enfants déportés? Disons entre 7 jusqu'à environ 17 ans. Et pesaient à peu près combien de kilos? Et non, le nombre de kilos évidemment de poids n'était pas, donc, n'entrait pas en ligne de compte, en tout cas pour les enfants. C'était simplement, eh bien, on contrôlait le nombre de dents, surtout l'état de santé, c'était ça qui était important. Or les enfants, rappelez-vous, à l'époque évidemment, tout comme les adultes, ils n'avaient pas été considérés tout à fait comme des êtres humains. C'est alors une simple marchandise. Or évidemment, dans la justification, l'esclave c'était un bien, un meuble, un enfant, on pouvait donc l'offrir en cadeau à l'occasion disons, d'un anniversaire. Un enfant noir. Eh oui, un enfant noir, parce qu'ils avaient été victimes du fait de la couleur de leur peau, parce que simplement, ils avaient été des noirs. Toute la justification avait tourné autour évidemment de la couleur. Alors tout de suite, à gauche, c'était les jeunes filles qui également avaient été séparées des femmes, mais des jeunes hommes. Surtout, elles avaient été choisies du fait de la qualité de leur sein. Parce que c'est bien cette qualité des seins qui en avait fait évidemment des privilégiés. Alors évidemment, ils avaient été, selon qu'ils avaient eu des seins parfaitement bien fermes, considérés comme vierges ou pas. Alors c'était ces jeunes filles qui avaient été installées dans cette chambre, où elles avaient pu avoir évidemment toutes sortes de privilèges. Alors en face, c'est ceux qui n'avaient pas 60 kilos, les hommes. Et c'est écrit inapte temporaire. C'était le poids minimum pour les hommes. Moins de 60 kilos, eh bien on était mis dans cette chambre et alors soumis en régime spécial. Voilà, atteindre au moins les 60 kilos. Parce que n'oublions pas que la finalité, c'était le travail dans les plantations et dans les mines. D'abord, il fallait supporter le voyage, qui n'avait pas été simple. Ensuite, arriver de l'autre côté, pouvoir avoir suffisamment de force pour être rentable, évidemment, dans les plantations et dans les mines. Voilà un peu le but qui avait été poursuivi. Alors ici, en dessous des escaliers, ceux qui refusaient d'obéir ou qui... Ceux qui tenaient tête. Pour une autre, donc les récalcitrants, avaient été donc introduits dans cette cellule où ils avaient été également soumis à des conditions parfois insupportables, puisqu'on n'avait pas tenu compte ou cherché à savoir combien d'esclaves pouvaient alors se contenir dans une chambre comme celle-là. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas de fenêtre, il y avait juste une porte en fer avec des barreaux. Et la seule préoccupation à l'époque avait été tout simplement de pouvoir refermer la porte après les esclaves. Alors c'est donc dans cette cellule que finalement, lorsque nous avons eu l'honneur de recevoir le président Mandela, juste à sa sortie de prison,
Alors, évidemment, durant les explications, quand on est arrivé juste devant ici, devant cette porte, eh bien, malgré le refus du protocole, le président Mandela a insisté, évidemment, pour entrer dans cette chambre. C'était difficile à cette époque, pour quelqu'un comme moi, de comprendre, évidemment, ce qu'il avait poussé à y entrer. Mais plus tard, quand j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de visiter donc, Robben Island et de visiter sa cellule, j'ai mieux compris, évidemment, ce qu'il avait pu ressentir à cette époque-là. Pour quelqu'un qui sort de prison. Alors évidemment, là, c'était également une chambre pour les récalcitrants. Mais à la différence de la première, il y a deux fenêtres, donc deux mêmes, de part et d'autre, et quelque chose de tout à fait nouveau. Puisqu'à l'origine, il n'y avait pas de fenêtres, et donc ces fenêtres ne datent que de 1848, qui est l'année de référence de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Probablement, c'est sans doute la personne qui avait eu à racheter cette maison une première fois, qui a dû ouvrir donc ces deux fenêtres. Parce que la date exacte se situe donc le 27 avril 1848. Pourquoi précisément? C'est parce qu'à cette date-là, c'est à cette date-là qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schwelcher. Alors évidemment, nous avons la porte, le couloir d'abord et la porte, la fameuse porte dite du voyage sans retour. Alors la raison est que lorsqu'ils partaient les esclaves, c'est donc par ce couloir qu'ils avaient été conduits. Mais évidemment, ils avaient attendu dans les deux couloirs à droite et à gauche. Et une fois donc ici, au moment du départ, il y avait eu un pont qui partait donc forcément construit à l'aide du bois de palmier, qui partait de la porte vers la mer, et qui à l'époque avait permis donc à ces esclaves d'arriver à bord de petites barques, qui justement, vous pouvez vous mettre là, qui justement, du fait donc des rochers, alors les bateaux, eux, avaient été amarrés beaucoup plus haut. Alors c'était à l'aide de ces petites barques que les esclaves avaient été amenés au fur et à mesure, à partir du pont, vers évidemment ces bateaux. Lorsqu'ils partaient, ils étaient enchaînés, les esclaves, à partir des chevilles, 2 à 2. 2 esclaves donc avaient partagé la même chaîne. Avec au milieu de celle-ci, accroché un boulet en fer de 10 kg 300. Alors chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader, en se jetant à la mer, oui, il en avait entraîné l'autre. Et du fait de la boule, eh bien, ils avaient coulé immédiatement et étaient morts, noyés. On peut dire qu'ils n'avaient même pas eu le droit de tomber malade. Puisqu'il n'y avait pas de médecin, tout le monde craignait les épidémies. Mais puisque la maladie ne sait pas faire de différence entre un blanc et un noir, tout comme entre un esclave et un marchand d'esclaves, on avait surtout craint les épidémies ou la contagion. Alors les malades avaient été systématiquement jetés à la mer. Alors également, je note au passage que dans cette petite île, qui en réalité mesure 900 mètres sur 300, au plus fort de la traite négrière, des maisons comme celle-ci, donc il y en avait eu plus d'une vingtaine. Sur l'île, uniquement sur l'île de Gorée. Alors si aujourd'hui, ces maisons sont devenues des maisons privées, mais il y en a qui ont purement et simplement disparu. Or celle-ci, c'est bien donc celle qui symbolise la déportation des Noirs. Et combien de temps pouvait durer l'attente avant la déportation finale? 3 mois, 3 mois et demi. Là, mais simplement parce qu'il y avait à l'époque le moyen de transport, c'était le bateau. Mais le bateau à voile, on n'avait pas encore inventé. Il fallait qu'ils partent et qu'ils reviennent? Non, les bateaux provenaient d'Europe, chargés donc de ce qu'on appelait la pacotille. Encore que la pacotille, eh bien, ça représente des objets sans valeur. Ce ne sont pas, mais non, justement, non, j'explique. Ce ne sont pas, disons, ces objets sans valeur qui avaient sous-tendu le commerce des esclaves. Ce qui a sous-tendu le commerce des esclaves, c'est essentiellement les produits que je viens énumérer, à savoir donc les armes à feu, la poudre à canon, le corollaire donc, mais également les alcools, le vin et le rhum, de même que la barre de fer.
Alors, Monsieur Colli, en 2013, visite officielle du président américain Barack Obama, et il a tenu à venir ici à la maison de l'esclave de l'île de Gorée. Quel était son sentiment en foulant ces lieux? Non, je voudrais simplement rappeler que finalement, le président Obama, durant son premier magistère, disons de son premier mandat, le premier voyage qu'il avait consacré à l'Afrique, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'était le Ghana, où il a eu l'occasion de visiter également des captiveries, donc entre autres le fort d'Elmina, de Cape Coast. Donc c'est la même histoire. Les protagonistes ayant été les mêmes, c'est donc la même histoire qui se raconte partout. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces filles étaient petites à ce moment-là. Si bien que lorsqu'il est venu au Sénégal, il a demandé en marge de sa visite officielle qu'on lui offre la possibilité de pouvoir visiter la maison des esclaves, mais cette fois-ci encore accompagné par ses filles, par sa famille, qui avaient grandi de presque 4 ans. Donc pour mieux les expliquer, lui m'avait semblé en tout cas connaître parfaitement son histoire. Parce que dans les débats que nous avons eus, et même dans le débat intellectuel que nous avons eu, eh bien chaque fois, il a dû prendre la parole également pour expliquer davantage à ses filles, c'est ce que j'ai compris. Ce qui s'est passé, c'est que le chef d'État du Sénégal, M. Macky Sall, l'avait accompagné jusqu'ici, donc jusqu'à l'entrée, jusque-là. Donc nous avons été présentés l'un à l'autre, et le chef de l'État du Sénégal s'est excusé en m'expliquant que c'était une visite privée et qu'il allait donc retourner pour nous laisser visiter seul la maison en compagnie de sa famille. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je n'ai pas eu l'impression évidemment que c'est un chef d'État donc des États-Unis qui, simplement par conformisme, était venu visiter la maison des esclaves. Et je vais vous expliquer encore, je vais aller davantage dans ma tentative évidemment d'expliquer, disons, ce qui avait pu guider ce choix. Parce que n'oublions pas que Obama n'est pas afro-descendant. C'est un métis. Son père est allé aux États-Unis comme étudiant et non comme esclave. Donc, évidemment, de cette union entre l'étudiant et donc une américaine de souche est né donc ce métis, Obama. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est que ce métis d'Afrique et d'Europe, évidemment, et d'Amérique, a épousé donc une américaine, mais une afro-descendante. Une afro-descendante. Mais qui aujourd'hui aurait pu être une cousine qu'il ne connaît pas. Parfaitement. Alors donc il a de cette union entre une afro-descendante et un métis d'Amérique, donc métis noir et blanc, et bien de leur union sont nés des enfants qui, eux, ne sont pas des afro-descendants. Alors, où est-ce qu'il faut les mettre, ces enfants? Ce sont des Américains. Bien sûr. Ils sont des Africains, mais pas des Africains d'Afrique. Ils sont des Américains. Donc, vous voyez, le dilemme, sans doute, auquel il a dû faire face dans le fonctionnement de tous les jours au niveau de son ménage, surtout lorsqu'il s'est agi, souvent, de devoir expliquer l'histoire aux enfants, évidemment, il avait voulu saisir ces opportunités, évidemment, pour, sur les sites, pouvoir leur expliquer, évidemment, effectivement, le fonctionnement et les mécanismes qui ont guidé, évidemment, à cette situation qui a fait qu'aujourd'hui, évidemment, on retrouve des Noirs aux États-Unis et qu'on les retrouve, évidemment, ailleurs au niveau des Amériques. Je crois que c'est ce qui a été déterminant dans cette visite que nous avons eue et c'est ce que j'ai retenu de toutes les discussions que nous avons eues. Et ça m'a conforté. Évidemment, ce qui m'a conforté dans ma position, c'est qu'au sortir de cette visite, la conférence de presse s'est passée juste devant. Parce qu'il y avait la presse qui attendait. Dès qu'on est sorti, évidemment, la presse était à gauche. Et là, il a donné une conférence de presse. Pour rappeler également, et dire un peu ce que je viens de vous dire. Non pas en entrant dans les détails pour ce qui concerne sa famille directe, mais évidemment pour parler un peu, disons,
ces discriminations qui ont conduit donc à cette séparation entre les Blancs et les Noirs et entre les autres et les Blancs. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette visite-là. Alors pour tous les Africains que nous sommes, que doit symboliser la maison des esclaves de l'île de Gorée? Simplement, la maison des esclaves aujourd'hui nous rappelle la fragilité des libertés et nous rappelle à tout moment que les libertés étant fragiles, il faut que nous nous fassions devoir de pouvoir les protéger afin d'éviter que cela ne se reproduise sous quelque forme que ce soit. Voilà évidemment le symbole de cette maison des esclaves qui est un espace de paix et de réconciliation. Merci, Monsieur Colly. C'est moi qui vous remercie. Merci. Chers téléspectateurs, notre visite, notre excursion sur cette magnifique île de Gorée prend fin maintenant. Nous espérons qu'elle vous a été bénéfique dans l'histoire du peuple noir et de la traite négrière. Nous vous disons au revoir et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro d'African Style. Bye bye!